La région Languedoc-Roussillon vous présente les aléas du direct. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas de la foire. Et oui, nous sommes à la foire de Montpellier aujourd'hui, mardi jusqu'à vendredi, 18h30, 19h30. On vous doit la vérité, on va enregistrer. La vérité, il est plutôt 16h et quelques. Et nous sommes sur le stand de notre partenaire Midi Libre, là encore, aujourd'hui, comme demain, comme après-demain, comme vendredi, avec un invité d'honneur aujourd'hui sur les aléas de la foire. Il est derrière moi, quelque part, là, regardez, c'est tout simplement Nicolas Karabatic. On va aller le chercher avec une caméra. Regardez, voilà, Nicolas Karabatic vient de recevoir. Bonsoir Nicolas, ça va? Remis de ce match de Kiel? Voilà, en pleine forme, il va nous en parler tout à l'heure. Ce sera également avec Frédéric Prade du service des sports de Midi Libre. Et puis, nous aurons, c'est le mardi, nous aurons le Montpellier TV Sud Comedy Club. Nous aurons également l'inénarrable Patrick Mallet. Et puis, la politique avec Olivier Roiron et ses deux invités. Évidemment, comme on est en pleine primaire socialiste, nous, on a décidé d'inviter Europe Écologie Les Verts. L'autre gauche. L'autre gauche et le front de gauche, le parti de gauche avec René Revol avec nous et également Christophe Cavard. Voilà, ils seront là pour la première partie des aléas de la foire. Mais tout de suite, vous savez, les titres, c'est en direct depuis Cognac-G, Castelnau-le-Lez. C'est parti, Marlène, c'est à vous. Bonsoir, dans les titres de l'actualité, une journée pour dire non au plan gouvernemental d'austérité à l'appel des syndicats CGT, CFDT, FSU, UNSA et Sud Solidaire. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Languedoc-Roussillon. À Nîmes, Alès et Montpellier, entre 3 000 et 8 000 personnes ont défilé. Et jusqu'à demain matin, 8 h, attention, ce mouvement social perturbe encore la circulation des trains. En Languedoc-Roussillon, un TER sur 2 seulement est assuré. Dans le journal, on revient également sur l'entre-deux-tours de la primaire socialiste, une primaire un peu particulière pour le Languedoc-Roussillon, où une partie des élus socialistes avait été exclus du PS pour avoir soutenu Georges Frêche lors des dernières élections régionales, et surtout dans l'Hérault, où la fédération est encore placée sous tutelle. À Nîmes, le maire revoit sa copie sur le projet Arène Esplanade Feu Cher. Hier soir, Jean-Paul Fournier a reçu les commerçants du centre-ville qui protestent depuis plusieurs mois contre ce projet. Il leur a annoncé la réouverture à la circulation autour de l'esplanade d'ici la fin du mois. On pourra donc rouler à ce niveau-là. Puis, après les travaux, un passage devrait être aménagé au milieu de l'avenue Feu Cher. L'été n'en finit pas. Hier, à Montpellier, Météo France a relevé plus de 31 degrés, un record pour un 10 octobre. Et demain, on annonce 30 degrés à Nîmes et Lunel, 32 degrés à Montpellier. Le reportage sur cette vague de chaleur inédite au Gros du Roi dans votre journal. À tout à l'heure, 19h30. Retour ici à la foire de Montpellier avec nos premiers invités. Cher Olivier, vous avez choisi de revenir sur les primaires socialistes évidemment, mais avec deux spécialistes de la gauche. Oui, 2 hommes de gauche. On a beaucoup parlé du Parti socialiste pendant 2 mois. Beaucoup moins de l'autre gauche, le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Alors 2 invités, Christophe Cavard, conseiller général et chef de file d'Europe Écologie et Les Verts dans le Gard, et René Revol, maire de Grabels dans l'Hérault et chef de file du Front de gauche dans la région. Ces primaires, d'abord, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous avez participé personnellement à ces primaires? Est-ce que vous avez voté, René Revol? Non, je n'ai pas voté, mais par contre, j'ai facilité le vote. Je ne vois pas comment je pourrais aller voter en soutenant un candidat qui n'est pas dans le cadre de ces primaires, Jean-Luc Mélenchon. Je dis ce que j'ai pu constater dans ma commune, c'est une forte mobilisation des gens de gauche et une participation importante, je trouve, et qui montre qu'il y a une volonté de s'exprimer, une volonté aussi. Il y en a un des votants m'a dit devant le bureau de vote, c'est Copé qui m'a convaincu de venir. Parce qu'il était tellement énervé par les remarques de Copé qu'il est venu voter. Voilà. Est-ce que parmi les votants, vous avez identifié des gens qui clairement votent plutôt front de gauche ou votent pour vous? Oui, absolument. Il y avait un électorat front de gauche classique qui voulait manifester. Notamment, je pense qu'ils ont été sensibles aux thèses de Arnaud Montebourg qui finalement développe la mise sous tutelle des banques, qui refuse le libre-échangisme généralisé et qui est pour une 6e République des thèmes dont nous sommes porteurs, nous, le Front de gauche. Et on est content finalement que dans les primaires, ces thèmes aient pu être repris et débattus
Et j'espère qu'ainsi, ils vont faire leur chemin dans les têtes et être au cœur même de la campagne. On va revenir sur ces thématiques effectivement développées pendant cette campagne des primaires. Pour Christophe Cavard, pour Europe Écologie Les Verts, d'abord, est-ce que vous avez, même question, vous avez participé directement à ces primaires ou pas? Oui, alors pour ce qui me concerne, j'ai été voté dimanche et j'irai voter dimanche prochain. Alors la raison essentielle, puisque René Revol vient de vous expliquer qu'il avait un candidat qui est effectivement Jean-Luc Mélenchon, nous avons une candidate et nous avons fait alors une primaire différente, mais qui a animé quand même 33 000 personnes. Donc, on aimerait bien que tout ça soit en interne, même s'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui le sont. C'est ce qui a permis aussi de faire mobiliser des gens au moment de la primaire d'Europe Écologie qui n'étaient pas encore adhérents à Europe Écologie, mais qui avaient envie en tout cas de participer au choix entre Nicolas Hulot et Eva Joly. C'était le peuple mais écologique. C'est vrai que c'était quand même, ouais. soyons quand même modestes, plus réduit que ce qu'on avait que dimanche. En tout cas, on trouve le principe très bon, très juste. Et donc, pour ce qui me concerne, j'ai d'autant plus fait le choix d'aller voter que, certes, on a une candidate maintenant qui est Eva Joly, et on la portera jusqu'au bout, évidemment, au moment présidentiel, mais je trouvais très intéressant aussi que la gauche réfléchisse ensemble dans le cadre de ce qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire la façon dont on se respecte, la façon dont on sait aussi se rassembler quand il faut aller gagner. C'est ce qu'on a vécu avec le Sénat il y a encore quelques jours. Et quand on sait justement se respecter et se rassembler, eh bien on arrive aussi à pouvoir gagner, et c'est ce que nous souhaitons. Et donc nous savons quand même, et nous sommes très humbles là-dessus, que l'enjeu de ce qui se passe dans la primaire socialiste, c'est aussi de participer fortement à une dynamique pour que la gauche renverse le pouvoir actuel, et notamment Nicolas Sarkozy en 2012. Christophe Cavard, vous avez voté pour qui alors? Alors ça, c'est le principe du vote. Je ne dis pas pour qui j'ai voté. Alors pour le coup, vous allez voter pour qui? Pour les mêmes raisons que René Revol. C'est-à-dire que c'est pas un choix. Si j'avais fait un choix sur le fond, au sens de je préfère les thèses de Montebourg ou les thèses de je ne sais qui, très sincèrement, j'aurais participé pleinement. C'est-à-dire je serais rentré au Parti Socialiste et puis j'aurais défendu. Voilà. C'est pas mon cas. Aujourd'hui, je pense que le Parti Socialiste, de Montebourg à Hollande, en passant par d'autres, il y a encore des choses à faire avancer. C'est pour ça que nous avons une candidature qui s'appelle Eva Joly et nous souhaitons la mettre au service justement de ce débat global, il n'y a pas de surenchère, mais nous portons des choses spécifiques. Et donc le choix qui nous incombe aujourd'hui, c'est plutôt de savoir avec qui nous souhaitons travailler, comment nous souhaitons travailler, sous quelle forme, et quel est celui ou celle qui effectivement sera peut-être le plus à même à battre Nicolas Sarkozy au mois d'avril, enfin au mois de mai, surtout au second tour de la présidentielle. On va revoir les résultats justement dans l'Hérault et le Gard. Dans le Gard, 28 670 votants. Dans l'Hérault, 52 337. Alors, dans le Gard, c'est François Hollande qui arrive en tête, 40%. Martine Aubry, 24%. Arnaud Montebourg, 20%. Et dans l'Hérault, on est à peu près dans les mêmes chiffres. 40% pour François Hollande, 25% pour Martine Aubry et 19% pour Montebourg. Montebourg, très clairement, l'arbitre du second tour. Arnaud Montebourg qui représente quand même l'aile gauche du Parti Socialiste. Je vous propose d'écouter l'analyse de Michel Crespi, notre politologue, sur ce vote Montebourg. On en reparle juste après. Écoutez. Il y a une grande partie des électeurs de gauche qui sont très à gauche, et c'est ce que Montebourg a manifesté. Voilà, si ça avait été une élection de premier tour, une élection présidentielle, ils auraient peut-être voté Mélenchon. Comme c'était une élection interne en quelque sorte, ils ont voté plutôt Montebourg. Mais il y a vous savez, c'est le mouvement des indignés qui gagne un peu partout aussi dans le monde. Il y a une frange importante de la gauche qui est calée sur des idées très à gauche et que Montebourg représente. Qu'Arnaud Montebourg représente pour le Parti Socialiste. Vous êtes d'accord avec cette analyse que fait Michel Crespi, René Revol? C'est une analyse tout à fait pertinente parce qu'aujourd'hui tout le monde est confronté à une situation de crise qui perdure avec le fait que tous les plans qui ont été mis en place s'effondrent quelques semaines après et qu'on sait bien que le gouvernement de gauche au mois de mai prochain sera soumis à une pression des marchés financiers, des agences de notation, de l'Union européenne. Donc ce n'est pas la peine de se raconter des histoires pendant 6 mois pour capituler le lendemain d'élection. Donc il faut, dans le débat actuel public à gauche, dire qu'est-ce qu'on fera pour définanciariser l'économie et développer une véritable planification écologique. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et je pense que c'est indispensable. En même temps, René Revol, tenez, je vous montre la une de Midi Libre ce matin. Montebourg, l'ennemi des banques, monnaie ses voix. Donc on met Arnaud Montebourg au cœur de ce débat du deuxième tour. Mais finalement, qui l'emporte? François Hollande, 40%, Martine Aubry, 30%, un peu moins chez nous, d'accord. On rajoute Manuel Valls, donc c'est plutôt la tendance un peu moins gauche qui l'a emporté au final et qui est très majoritaire au sein de cet électorat.
je suis pas loin de partager le point de vue de Montebourg qui dit que Hollande et Aubry, ce sont les deux faces de la même médaille. Dans la mesure où ils ont adopté tous les deux le programme du Parti socialiste, ce programme ne propose aucune rupture avec le système en place. Et c'est eux qui gagnent. Et c'est eux qui sont très majoritaires, mais ils sont sélectionnés pour le second tour et ça sera le choix des électeurs socialistes de savoir lequel des deux les portera. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Par contre, je suis convaincu que dans les 7 mois de campagne qui sont devant nous, les thèmes qui ont été portés par Montebourg vont être au centre de la discussion et que ce soit Hollande ou que ce soit Aubry ne pourront pas ne pas répondre à ces thèmes. La démondialisation, ça vous parle quand même? Absolument. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on se soumet à la mondialisation financière, on essaye d'être le plus performant possible, on baisse les salaires pour être compétitif, mais on va aller jusqu'où comme ça? Donc il y a vraiment un ras-le-bol dans la population, il faut en avoir conscience. Et si la gauche est une alternative, il ne faut pas qu'elle compte simplement sur le rejet de Sarkozy, il faut qu'elle ait une vraie volonté de rupture. Christophe Cavard, on a beaucoup évoqué, tous les candidats ont évoqué une rupture, une transformation écologique de l'économie sans vraiment donner des solutions, vraiment très très concrètes. Il y a de grandes idées, mais pas forcément des mesures très concrètes derrière. Vous avez écouté, entendu, compris tout ce qui a été dit justement sur cet aspect développement durable, écologie? Mais sincèrement, je pense que la candidature d'Eva Joly est porteuse d'un processus depuis qu'Europe Écologie est née en 2009 et des européennes. Je vous rappelle que le choc réel pour le Parti socialiste, c'est les européennes de 2009 où Europe Écologie est quasiment fait jeu égal pour tout un tas de raisons. Mais voilà, c'est à ce moment-là que tout à coup, j'ai envie de dire, et tant mieux, que le Parti socialiste dans son ensemble, là, j'évite moi de dire qu'il y aurait un candidat qui serait plus proche de nous, moins proche de nous. C'est pas à nous, très sincèrement, à trier les bons et les mauvais chez nos partenaires. Je dis juste que les thèmes qui sont à l'intérieur sont des thèmes qui ont été repris. Si vous regardez aujourd'hui comment est construit le projet du Parti socialiste, moi je l'ai lu, c'est un petit livre de projet 2012. Je crois que, parce que là j'associe autant le Front de gauche que Europe Écologie Les Verts, on a fait quand même largement évoluer la vision que pouvait avoir le Parti socialiste sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question économique, parce que moi, et j'ai même une histoire personnelle sur cette question-là, certes, je suis quelqu'un de foncièrement antilibéral, mais être antilibéral, c'est pas spécialement aussi porteur au sens de qu'est-ce qu'on met à la place. Et je pense qu'on travaille d'un côté comme de l'autre à de vraies alternatives, et quand on parle, nous, de transformation de l'écologie, c'est qu'on remplace justement le principe du libre-échange et de la concurrence violente telle qu'elle est créée aujourd'hui dans le monde, par effectivement des systèmes où on relocalise, des systèmes où on réhumanise une économie et on la remet au service de l'individu plutôt qu'effectivement à la croissance à tout prix, etc. Donc ça a été pris en compte. Si vous regardez le projet aujourd'hui du Parti socialiste, il a été pris en compte. Alors savoir si c'est mieux Montebourg, Hollande, Aubry qui le porte, moi je pense que celle qui le porte le mieux c'est Eva Joly. Donc je ne vais pas vous dire que c'est Montebourg, Hollande ou Aubry. Il est cohérent quand même. Je n'ai pas compris pour qui il allait voter au deuxième tour, mais enfin, bon, mettez un bulletin Eva Joly tant qu'à faire au deuxième tour. Pourquoi pas? Il ne sera pas comptabilisé. On le surveillera dans le Gard. S'il y en a un, on dira que c'est moi, mais on verra sur la façon dont les choses vont se faire. Il y a quand même un élément qui s'est invité pendant les débats, le premier débat télévisé, c'est la question du nucléaire. Sortir ou pas du nucléaire, à quelle échéance? Martine Aubry a été assez claire là-dessus, les autres peut-être un petit peu moins clairs. Voilà clairement un sujet. Je sais que c'est un débat très vif au sein du Front de gauche et je crois que le parti de gauche, là, je dis devant René avec toute la responsabilité qu'elle leur, ont aussi largement fait avancer le Front de gauche sur cette question et ce n'était pas évident vu les partenaires qui... fait avancer le Parti communiste, et le Front de gauche et dans le Front de gauche, il y a le Parti communiste sur cette question. Sur la question, effectivement, Hollande-Aubry, là aussi, on a peut-être senti au début une sorte de différence sur l'objectif. Parce qu'il y avait quand même, en gros, 2025, c'était quand même la date pour les deux. Et je crois que même François Hollande, qu'on a senti plutôt hésitant, a pris à bras le corps cette question. Voilà, donc c'est tant mieux que les candidats comprennent que c'est un enjeu majeur. Et on le fera. René Revol. Sur le nucléaire, c'est simple. C'est comme sur les autres questions. Les déclarations de principe général, on va en avoir demain soir au grand débat, vous allez revoir. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Est-ce qu'on arrête le programme des EPR? Est-ce qu'on arrête les centrales qui sont aujourd'hui en bout de vie? Si cette décision est prise, c'est un engagement concret. Et de ce point de vue, c'est ça qui permettra de juger des intentions des uns et des autres. C'est les engagements précis et concrets. Olivier, je crois qu'on a une position claire. On a parlé du débat effectivement demain soir, je ne sais pas sur quelle chaîne nationale. Et puis il y aura le débat, normalement, si on arrive à le monter, ce sera jeudi soir 20h45 avec les deux représentants ici de Martine Aubry et de François Hollande sur TV Sud. Exactement, ça sera un des rendez-vous très importants. Un petit clin d'œil pour terminer. Un petit clin d'œil pour terminer, ça se passe, on va voir des images, ça se passe au QG de François Hollande à Montpellier. C'était dimanche soir, si on peut voir les images. Voilà.
Non, ça, ce ne sont pas les bonnes images. C'était le QG de François Hollande. Ça, c'est dimanche la soir, Fédération du Parti Socialiste avec Jean Jaurès derrière. Voilà, donc on a Regardez. des photos du candidat, mais plus cocasse, il y a une photo de Robert Navarro, l'ancien patron de la Fédération Socialiste de l'Hérault, juste derrière la télévision, bien en place, sur un mur donc, de cette permanence de François Hollande. Alors, c'est l'un des représentants de François Hollande dans l'Hérault, certes. Hein, il a bien l'intention, visiblement, de ne pas se laisser enterrer très vite, trop vite, surtout s'ils sont champions qu'il emporte dimanche. Donc c'est une affaire à suivre évidemment de très près. Merci Olivier pour cette partie politique, première partie des aléas de la foire. Merci à nos deux invités. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve, tiens, pourquoi pas, avec Nicolas Karabatic. À tout de suite. Les aléas de la foire depuis la foire de Montpellier, depuis le stand de notre partenaire Midi Libre avec notre invité du jour. Il y en a eu beaucoup, il y en aura encore, mais là, bon, c'est quand même Nicolas Karabatic en personne. Bonsoir Nicolas, ça va? Bonsoir, ça va En très forme bien. avec Un tous peu ces fatigué. voyages, il va nous raconter le périple européen du MAHB. Voilà, il faut visiter du pays, on voit du pays, c'est sympa. Frédéric Prade en face de nous, service des sports de Midi Libre. Ça va Frédéric? Ça va très bien, bonsoir. Aussi le voyage à Kiel, hein? Voyage à Kiel, oui. Fatigant. Très beau voyage, un petit peu fatigant, mais un très bon La voyage. Baltique, les charmes de la Baltique, Absolument, le froid. le froid. Et puis notre ami David, ça va David? Ça va très bien, je suis ravi d'être là à côté de Voilà, le Nicolas. Montpellier Comédie TV Club Show. Voilà, donc tiens, je donne l'information demain soir, c'est ça? Demain soir au Macadam Pub à 20h. Macadam Club. Et puis le duo d'impro, ça c'est quand? C'est ce soir C'est à ce 21h soir. au théâtre La Chocolaterie. Vous lâchez la télé, TV Sud, et vous allez à la chocolaterie. Exactement. Tenez, moi je vous propose de faire un tour à la foire avec l'inénarrable Jean Cannes. Jean Cannes, il vit à deux périodes. Pour la fête de Saint-Géniès-des-Mournes, c'est fin août, et puis pour la foire de Montpellier. Là, il est au top. Et là, il a essayé des habits japonais, rien que ça. Aïe, aïe, aïe. Hein, on dit aïe. Pour commencer, de toute façon, japonais, il faut s'équiper. Donc, avec Patanoki. Bonjour, oui. Alors, Patanoki, c'est ton nom japonais. c'est mon nom japonais, tout à fait. Mon surnom japonais. Alors, par exemple, là, Là, en fait, vous portez ce qu'on appelle un yukata. C'est un yukata d'été, de sortie de bain, qu'on porte plus quand il fait chaud, en fait, Ouais. puisqu'il est en coton. D'accord. Donc, c'est assez frais. C'est bien. Voilà. Le yukata. Donc, ça, c'est pas. Différencie selon les motifs. En fait, il y a des motifs plus fleuris pour les femmes et assez géométriques pour les hommes. Voilà. C'est quand même la tenue traditionnelle. Ah oui, tout à fait. Ouais, pour faire tous les jours, pour marcher dans la rue. Toi, c'est quoi? Alors moi en fait je porte un haori. Haori c'est les vestes qu'on porte par-dessus les kimonos. Un hakama en fait qui est un pantalon traditionnel qui est également utilisé dans certains arts martiaux. Puis là on a rajouté une ceinture en fait. Ceinture noire, hein. Oui, bah, j'aime bien le noir. Et une ceinture en fait qui a été rajoutée, qui est faite à partir des grosses ceintures qu'on appelle les hobbies, qui sont entièrement en soie. Voilà. Alors, on va rapidement voir la belle collection. Alors, ça, c'est Alors, surpris. ça c'est particulier, c'est un uchikake, c'est un kimono de mariage, mais qui vient en fait du sud du Japon, d'une île qu'on appelle Okinawa. Voilà. Ah, mais c'est pas un mannequin. Elle bouge. Elle fait quoi? C'est qu'est-ce qu'elle a? Alexia en fait, qui est une collègue, revêt aussi un haori pour femmes, et également une ceinture entièrement en soie. Voilà. Et il y a l'importance aussi, comment on les met. Croisé, mais en fait quand c'est croisé dans ce sens-là, couvre-toi un petit peu s'il te plaît. En fait, le croisé dans ce sens-là, en fait, de manière à ce que la main droite puisse venir attraper des choses à l'intérieur, c'est la manière dont on s'habille normalement. Si c'est croisé dans l'autre sens, en fait, c'est la manière dont on habille les morts avant les crémations. Alors rapidement, la collection du magasin, on les trouve où d'habitude? En fait, on n'a pas de magasin, on suit en fait certaines foires de ville en ville, on vous fournit certains magasins à travers la France et l'Europe. Et là donc on voit toute la collection. Voilà, là vous avez ce qu'on appelle un tomesode, c'est un kimono de mariage qui est porté par les belles familles. Donc tous les kimonos sont entièrement en soie, sauf votre yukata. Mon yukata. Voilà. Et pour finir, on fait des créations. Voilà, exactement. Voilà, regardez des belles créations. Des créations à partir des kimonos, des ceintures de kimonos. Voilà, donc un mélange de tissus français et japonais. Sayonara. Sayonara.
Sayonara, Jean Kahn. On le retrouve tout à l'heure pour la cérémonie du thé, toujours sur le stand de l'exposition au Japon. Vous savez que cette foire, 63e foire de Montpellier, est dédiée cette année au Japon et l'exposition, effectivement, est magnifique. David, notre invité vous a inspiré. Vous avez dit, j'ai la chance d'avoir Nicolas Karabatic, je fais un truc sur lui avec lui. Non, mais c'est clair, je suis fan de Nicolas Karabatic. Je suis ému d'être à côté de cette personnalité du sport. Franchement, j'ai vu tous vos films. Hein. Alors je plaisante. Alors bien sûr, Nicolas Karabatic, le handball, on ne présente plus une star. D'ailleurs, c'est la vraie première star française du handball, on peut dire, hein, Nicolas Karabatic. Mais voilà, il y a une petite chose, Pierre-Paul, qui me chiffonne, qui me contrarie. C'est voilà. Est-ce que tu pourrais te lever, Nicolas ? Voilà, donc 1m95, c'est ça ? Ça fout la trouille. 1m combien ? 97. 97, voilà. Donc Nicolas Karabatic, 1m97. Je me rassois. Ça va, c'est pas trop dur avec les gonzesses ? Non, je pense que ça aide ça plus qu'autre chose. Ouais, c'est bien. Et fais voir un peu tes mains, juste pour voir. Voilà. Donc là, on dirait un petit peu que, je sais pas, c'est un échantillon de tes mains, les miennes, quoi. Et puis, je sais pas, à côté de toi, là, tu vois, j'ai l'impression d'être, je sais pas, un porte-clés ou ton porte-clés. Un pins. Ouais. Un bonsaï à côté d'un séquoia, je sais pas. Un accoudoir. Oui, bon, ça va maintenant, hein, me cherche pas. Hein. Et ouais, Nicolas Karabatic, quel grand joueur. Et puis, bien entendu, suivi par les plus grandes marques. Hein. Bon, je ne citerai pas de marques à l'antenne. Mais moi aussi, pareil, je suis un grand joueur, moi aussi. Hein, je suis un grand joueur de handball sur la Wii de Nintendo. Hein, voilà, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de jeu de hand sur la Wii. Ah si, c'est tout nouveau. Parce que là, il y a le Japon juste à côté. Je suis allé sur le stand, là, et ils viennent de sortir la Wii spéciale Karabatic. Ah. Voilà, et je me suis régalé. Hein, vraiment, j'ai fait un score de malade, quoi. Alors là, je suis ravi. C'est tout ce que je sais faire pour l'instant. Et puis Nicolas Karabatic, 6 médailles d'or, mesdames et messieurs, 6 médailles d'or, 3 médailles de bronze, si je ne me trompe pas, hein, c'est à peu près ça, entre autres, cette extraordinaire victoire contre Kiel. Et oui. Alors, moi, en fait, la seule médaille que j'ai eue dans ma vie, c'est la médaille de baptême. Hein. C'était. Je l'ai pas eu celle-là. Tu l'as pas eu, tu vois. Moi, je l'ai eu. C'était une médaille d'or. C'est vrai ? Enfin, d'or. Plaqué or. Bon. Et puis, il m'est arrivé une petite histoire, on me l'a arraché récemment, là, de deux gars en scooter. Bon, toi, ça risque pas de t'arriver, quoi. C'était pas des jeunes filles en furie. Non, malheureusement, c'est moi, ça ne m'arrive pas. Alors que Nicolas, je pense que ça devrait lui arriver. Et puis, bon, il y a aussi le calendrier, les dieux du stade. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour participer au calendrier des dieux du stade ? Un conseil, Nicolas, un conseil. Tu peux faire maquilleur. Coiffeur, je vois que tu as une belle coupe de cheveux. Voilà, moi, j'ai des cheveux. Tu peux faire ça. Parce que moi je suis un peu timide en fait. Hein, je suis pas comme toi, tu vois. Je suis frileux aussi. Je suis timide aussi. T'es timide aussi ? Bon, écoute, ok, je vais faire les calendriers. J'annonce là en direct, je vais faire le calendrier des dieux du stade avec Nicolas. Voilà, c'est super. Alors pour conclure, Pierre-Paul. Hein, parce que j'en profite, je suis à côté de Nicolas Karabatic. Maman, d'ailleurs, si tu me regardes, je suis à côté de Nicolas Karabatic, c'est génial. Alors voilà, Nicolas, ce que je te propose, c'est de faire un bras de fer avec moi. Hein. Mais, Pierre-Paul, je te parie, et mesdames et messieurs, je vous parie que je vais gagner le bras de fer contre Nicolas Karabatic. On demande à voir. Ok ? Allez, c'est parti. C'est quoi les côtes ? C'est quoi les ? La côte. Ah, la côte ? La côte, c'est 100 contre 1. 100 contre 1. Pour Nicolas. Allez. Je suis en forme en plus. Hein. Il est à fond. Allez, on y va. Alors attends, je me concentre. Attends, je me concentre. Je vais y arriver. Nicolas. Ouais, mesdames et messieurs, ouais. J'ai battu Nicolas Karabatic. Au bras de fer, je suis trop content. Je peux te faire la bise ? Allez. Allez, après cet événement exceptionnel en direct depuis les aléas de Je crois qu'on peut applaudir Nicolas Karabatic, mesdames et messieurs. Pour sa gentillesse. Bravo Nicolas, Merci. vraiment un grand diplomate ce Nicolas. Il a sauvé David du suicide ou quelque chose d'équivalent. Allez, merci à tous les deux, mais restez avec nous. Là, tout de suite, on repart à Castelnau-le-Lez, Cognac G pour les titres avec Marlène.
Bonsoir. Dans les titres de l'actualité, une journée pour dire non au plan gouvernemental d'austérité à l'appel des syndicats CGT, CFDT, FSU, UNSA et Sud Solidaire. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Languedoc-Roussillon. À Nîmes, Alès et Montpellier, entre 3 000 et 8 000 personnes ont défilé. Et jusqu'à demain matin, 8 h, attention, ce mouvement social perturbe encore la circulation des trains. En Languedoc-Roussillon, un TER sur 2 seulement est assuré. Dans le journal, on revient également sur l'entre-deux-tours de la primaire socialiste, une primaire un peu particulière pour le Languedoc-Roussillon, où une partie des élus socialistes avait été exclus du PS pour avoir soutenu Georges Frêche lors des dernières élections régionales, et surtout dans l'Hérault, où la fédération est encore placée sous tutelle. À Nîmes, le maire revoit sa copie sur le projet Arène Esplanade Feuchères. Hier soir, Jean-Paul Fournier a reçu les commerçants du centre-ville qui protestent depuis plusieurs mois contre ce projet. Il leur a annoncé la réouverture à la circulation autour de l'esplanade d'ici la fin du mois. On pourra donc rouler à ce niveau-là. Puis, après les travaux, un passage devrait être aménagé au milieu de l'avenue Feuchères. L'été n'en finit pas. Hier, à Montpellier, Météo France a relevé plus de 31 degrés, un record pour un 10 octobre. Et demain, on annonce 30 degrés à Nîmes et Lunel, 32 degrés à Montpellier. Le reportage sur cette vague de chaleur inédite au Gros du Roi dans votre journal. À tout à l'heure, 19h30. Nicolas Carabati s'est remis de ce bras de fer perdu. Il faudra qu'il nous explique après, mais là, on va revenir plutôt, plus sérieusement sur ce match de dimanche avec Frédéric Pratt qui était à Kiel. Également un mot de météo, parce qu'ici il fait une chaleur énorme là-haut. Alors c'était pas du tout ce temps-là. Hein. C'était une petite dizaine de degrés, du vent, de la pluie. C'est vrai que c'est quand même c'était un gros choc pour tout le monde. Quelque chose d'habituel hein, pour vous qui êtes un peu kielien. Killois, killer, je ne sais pas comment il faut dire. Killer, on dit killer. Les killers. Le seul truc de bien à Kiel, c'est que c'est le nom des habitants. Killer, ça fait. Les killers. C'est stylé. Non mais ouais, il faisait froid et ça. Ce que je disais après tout à l'heure, quand on est revenu hier à Montpellier, on a eu un gros choc thermique. On s'est rendu compte en sortant du bus qu'il faisait presque 30 degrés à 7 h du soir à Montpellier, alors que là-bas il faisait entre 5 et 10 le matin. Et ça fait une grosse différence. C'est aussi ça, hein, le handball au plus haut niveau européen, on va un peu partout. Frédéric, resituez quand même peut-être ce rendez-vous à Kiel, c'est quand même pas rien, quoi. Kiel, c'était donc le deuxième match de la Ligue des Champions, et Kiel, c'est ce qui se fait de mieux, en Europe au niveau du handball. C'est un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises, qui est champion d'Allemagne, dans lequel Nicolas Karabatic a joué et avec lequel il a tout gagné. C'est vraiment le must du handball international, et ça situe un petit peu plus la portée de la performance que Montpellier a réalisée, parce qu'il y a peu d'équipes en Europe qui vont gagner dans cette salle, parce que Kiel, c'est un effectif taille XXL avec des internationaux à tous les postes, et c'est une salle avec 10 250 places, c'est ça, oui. Et dont 10 000 abonnés, donc une salle pleine pour tous les matchs. C'est une autre idée du handball, et c'est vraiment quelque chose de très très fort qu'a réalisé Montpellier dimanche. Nicolas, vous avez, quand vous êtes parti là-bas, vous vous êtes dit, bon, on y va, si on peut faire un truc, tant mieux, mais enfin, c'est pas grave, c'est le match aller, c'est à l'extérieur. Quand tu joues dans un club comme Montpellier qui a la prétention de tout gagner, que ce soit au niveau français ou européen, tu n'envisages jamais de perdre. Même quand tu te déplaces chez les plus gros, tu vas pour gagner. Mais c'est sûr qu'aller à Kiel, c'est comme Fred le disait, Kiel. Mais dans la tête, on est un peu plus libéré quand même, parce qu'on a un peu moins la pression. Non, enfin, ce que je disais, c'est que Kiel, voilà, c'est la plus grande. C'est avec Barcelone les deux plus grandes équipes au monde, avec le plus d'histoire, de culture et de titres aussi, beaucoup de titres. Et peut-être qu'il y a un petit peu de moins de pression. Tu dis c'est eux qui ont plus à perdre que nous. Mais bon, malgré tout, tu as envie de gagner. Surtout moi, j'avais envie de gagner là-bas. Vide aussi, Kaotichnik, qui a joué là-bas avec moi. Nous, on était super motivés. On plus montrer au public là-bas qu'on a vraiment une bonne équipe à Montpellier. Donc on avait peut-être un petit peu moins de pression qu'eux, mais on voulait gagner à tout prix. On s'y attendait peut-être pas au fait de faire un résultat comme ça à l'extérieur. À Kiel surtout, on ne savait pas qu'on avait ce potentiel-là. Et là, on l'a montré. Donc on est très heureux. Vous avez ce potentiel-là. Ils vous ont réservé un traitement un peu particulier à vous, un peu comme en Croatie parfois? Oui, là en Croatie c'était 16 000 personnes qui me huaient dans un stade. Là il y en avait peut-être pas 16 000 mais 1000, 2000. Parce que j'avais dit dans les journaux avant le match
que j'avais pas apprécié la manière dont ça s'était passé quand je suis parti de Kiel. Donc les journaux ont un peu monté ça. On peut monter sur des pagnes. Bon, la presse, monter on la sait ce que pression, c'est. mais bon, ouais, on sait ce que c'est la presse. À part le Midi Libre, mais on sait ce que c'est. À part TV Sud. Hein. TV Sud, bon, on vous fait des blagues un peu bizarres, mais bon. Je fais des blagues aussi, il n'y a pas de problème. Donc la pression pour Nikola Karabatic. Et puis sur le match, Frédéric, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils tenaient le score et puis qu'ils pouvaient passer devant, la preuve. Absolument. En fait, c'est un match qui n'a pas très bien débuté parce que rapidement, Kiel a essayé de poser son empreinte sur ce match. A pris 4-5 buts d'avance. Montpellier, en plus, n'a pas été gâté par les événements parce qu'il y a eu un joueur, Mladen Bojinovic, qui a été expulsé. L'expulsion en fin de première mi-temps. Une expulsion relativement sévère parce qu'apparemment, les images ont montré quand même qu'il n'avait pas spécialement fait faute. Michael Guigou qui sort au bout de 20 minutes blessé à l'aine. Donc ça faisait quand même 2 rotations en moins pour Patrice Canaillé. Et malgré tout, mais Montpellier maintenant quand même un savoir-faire. Il y a quand même des joueurs majeurs sur qui repose tout le poids d'un match. Et sur ce match-là, tout le monde a parfaitement su remplir son rôle. Et j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose parce que c'est quand même que c'est le deuxième match de cette Ligue des Champions, il va s'en passer encore beaucoup. Par le passé, effectivement, Montpellier a déjà battu des équipes allemandes et s'est fait éliminer quand même en quart de finale, donc il faut quand même relativiser un petit peu. Mais c'est quand même, je trouve, enfin je ne sais pas si Nicolas est d'accord avec moi, mais je trouve quand même que c'est un message assez fort qui a été quand même envoyé avec cette victoire. Qui a été franchi cette année, c'est un peu ce que nous a dit Patrice Canaillé. Est-ce que vous le ressentez, vous? Enfin, c'est pas un seuil qui a été franchi cette année, ça a été franchi depuis les 2 dernières années. On a montré qu'on a beaucoup progressé au niveau européen. On allait gagner l'année dernière à Hambourg, qui a été champion d'Allemagne l'année dernière. On allait gagner à Rhein-Neckar Leuven, qui sont les meilleures équipes en Allemagne et au monde. Et là, on continue en fait. On continue de progresser. On va gagner à Kiel avec des blessés, Michael, avec un arbitrage qui a été très à la limite parce que le carton rouge, il n'y est pas du tout. Ça a été un petit peu dur. On s'est fait siffler des trucs bizarres et malgré tout, on voit qu'on gagne là-bas. Mais bon, c'est comme l'année dernière. Ce que je disais avant le match, gagner à Kiel, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions. Et si on avait perdu là-bas, ça n'aurait pas voulu dire le contraire. Il faut maintenant qu'on arrive à continuer à refaire ces exploits tout au long de l'année et surtout à garder un effectif stable avec des joueurs fiables physiquement et qu'on ne se blesse pas au moment les plus importants, comme l'année dernière où on arrive en quart de finale avec la moitié de l'équipe décimée et du coup très diminuée. Donc c'est ça qui va être important. Avec une équipe de jeunes finalement qui avait réussi son coup à l'extérieur et puis qui n'a pas pu renouveler l'exploit à domicile en quart de finale. Un mot de Nicolas, lui, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la 3e saison depuis votre retour à Montpellier, vous vous dites, j'ai fait décidément le bon choix? Mais de toute façon, pour moi, il n'y avait pas de mauvais choix ou de bon choix. Mon envie, c'était de partir de là-bas, donc ça, je le savais. Donc ça ne pouvait être qu'un bon choix pour moi. Je suis très, très heureux. Oui, mais vous auriez pu aller à Barcelone. Oui, j'aurais pu. Le choix, c'était entre Barcelone et Montpellier. Traverser Non, pas Hambourg, parce qu'en Allemagne, je ne voulais plus y rester. C'était soit Montpellier, soit Barcelone. J'ai choisi Montpellier pour un tas de raisons, familiales aussi, et parce que c'est aussi ma ville et c'est ici que j'ai grandi et que j'ai grandi aussi en tant qu'handballeur. Et non, je suis très, très satisfait de mon choix. Des matchs comme ça, l'évolution de l'équipe, l'évolution du club, la Park & Suite Arena, le public qui nous suit, la France qui nous suit aussi, me prouve que c'est un choix très pertinent. Il n'y a pas de mauvais choix, comme j'ai dit, il n'y a pas de bon choix. Et puis en plus, à Montpellier, Nikola Karabatic, on a la foire de Montpellier et on a Jean Kahn qui se régale parce que le Japon est à la foire. Et Jean Kahn, il a marqué une courte pause. D'habitude, il boit des boissons un peu différentes, mais là, il a choisi le thé. Ah là là, Roi. C'est joli, Roi. Moi, c'est Roanne et c'est Roi. Roi, c'est la reine du thé. Vous êtes à thé. Oui. Alors, il y a plein de thé ici, mais vous allez nous parler. C'est une tradition au Japon importante, le thé, non? Oui, ça c'est important. Ouais. Mais aussi, en fait, en Japon, on n'a que du thé vert. Donc ici, on vend que du thé vert japonais. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a le premier thé qui est là, il a une belle histoire, non? Par exemple, celui-ci, on a une petite histoire. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gen Maicha. Bien sûr. Voilà. Celui-là, c'est très traditionnel parce qu'il y avait du moment, les Japonais, plutôt les pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent et après, ils mélangeaient du riz dedans pour augmenter le volume. La calorie aussi. Voilà. Ah oui. Donc, on mélange le thé vert avec du riz soufflé. Ensuite, voilà. Un autre. Celui-là, c'est le deuxième. Ah, le thé vert, là. Voilà. Là. Ah oui. Cerise, Tokyo, ça mélange. Cerise. Voilà.
Ça mélange. Cerise, c'est très japonais. On mélange le thé vert. Une cerise japonaise et je ne m'en doutais pas. On mélange le thé vert avec le pétale de fleurs de cerise. Le pétale de fleurs, j'adore. Elle est jolie. Ah, ça doit être bon, hein, la cerise. On continue parce que nous, on veut tout goûter. Les deux derrière, ça vient de montagne Fuji. Mais en fait, ça vient... Fujiyama. Ouais. Ça vient de même l'arbre. Mais la différence, c'est celui-là, ça vient de branche de l'arbre. Ça, c'est la branche. Ouais. Voilà, celui-là, ça vient de tige. Donc tige. celui-là, c'est plus fin. Ah oui. Celui-là, c'est plus fort un peu. Ça, c'est plutôt pour le soir, c'est possible. Donc ça, c'est les 4 thés vraiment japonais que vous allez trouver ici. Voilà. Mais ils avaient autre chose, il n'y a pas que du thé. Par exemple, là-bas, on a autre chose, c'est japonais. C'est le vert. Ça, c'est la poudre de thé vert. La poudre de thé vert. Bah, ça, c'est pas du thé, mais ça, c'est la poudre. On le met dans l'eau? Oui, on l'utilise plutôt pour la pâtisserie. Ah, d'accord. Gâteau, glace, voilà. Très bon. Hein. Donc vous venez au Japon, ici, on est bien ensemble. Il n'y a pas que du thé, mais venez, je n'en doutais pas. Merci Juan. Ah non, Juan, c'est moi. Roi Juan. Il se régale, le Jean Cannes. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve pour une dernière partie, toujours avec Nicolas Karabatic et puis l'inénarrable là aussi, Patrick Mallet. À tout de suite. Les aléas de la foire, troisième partie, toujours depuis le stand de notre partenaire Midi Libre avec Frédéric Prade du service des sports. Nous a rejoint Patrick Mallet. Ça va Patrick? Ça de va, quoi va-t-on parler? De Bouvines, évidemment. Et de Nicolas Karabatic. Nicolas, la Bouvine, ça vous parle? La Bouville? Oui, la course camarguaise? Non, pas trop. Attention, là vous avez un prosélyte. Je vous invite à voir une course d'ici. Voilà, il va vous montrer les images, vous allez voir, ça peut être effectivement très impressionnant. Frédéric, je crois que c'est bon quand même de rappeler à l'Arena, juste à côté d'ici, dimanche. La saison continue pour Montpellier qui joue alors jeudi dans l'ordre, jeudi à Dunkerque en championnat. C'est sympa. Voilà, un beau petit déplacement en train. Aux antipodes de la France. Que du classique pour un handballeur. Et dimanche à 17h à l'Arena, c'est la 3e journée de la Ligue des Champions contre le Partizan Belgrade, l'invité surprise un petit peu de cette poule qui est passée par un tournoi de qualification. Alors sur le papier, c'est une des équipes les plus faibles du groupe. Et bon, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'équipe faible non plus en Ligue des Champions. De tous, voilà, mais ça ils l'ont appris. Il faut se méfier de certains taureaux, n'est-ce pas Patrick? C'était comment dimanche? Ma foi, cette finale était très bien. On a vu de tout, de grandes. On envoie les images, regardez, c'est parti. Alors, on vous a pas beaucoup montré des images de handball parce que vous savez, il y a des problèmes de droit et tout ça, donc c'est dommage, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, là, les images avec notre partenaire Midi Libre, on y a droit. Et la Provence cette année qui était l'organisateur. Puisque c'était à Arles cette année. Et puis on voit le Biodor en image avec Garland, dont on reçoit les propriétaires sur le plateau de Noir et Blanc ce soir. Guépard de Cuillé qui ont été quand même 2 des taureaux de cet après-midi. Guépard pour un côté spectaculaire, Garland bien sûr pour un côté barricadier. Très compliqué sur le rasé. Beaucoup d'actions dans cette finale du Trophée des As, 60e édition cette année, anniversaire, Pierre-Paul. Et il y a eu ce taureau Saint-Rémois de la manade Fabre Maillan, éblouissant de bravoure et de générosité à la barrière avec des actions très chaudes comme là. Et après Bastien Four qui sera lui aussi sur le plateau avec Loïc Ozol, le grand maker de cette édition 2011 du Trophée des As. Voilà, la manade Fabre Maillan qui ne revient pas, là c'est Pascal en image, sur la prestation de ce taureau. Loïc Ozol qui a besoin d'avoir une grande salle à manger pour rentrer son trophée. Je suis sûr que même Handball, ils n'ont pas des choses aussi grandes. Non. Et puis la manade des Baumel qui remporte ce titre du Biodor et la manade Fabre Maillan, meilleur taureau de la saison. Et le meilleur animateur, Julien Rey, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là sur cette course, Pierre-Paul. Nicolas Karabatic, vous avez déjà assisté à une course camarguaise? J'ai déjà assisté, quand j'étais petit, moi j'ai grandi à Frontignan, donc on a des petites arènes aussi à Frontignan. Donc... Oui, c'est presque le plus à l'ouest pour les courses. Donc j'ai vu déjà des spectacles comme ça avec des taureaux, avec les rasters. J'avais beaucoup de taureaux piscine, j'aimais ça quand j'étais petit, je trouvais ça marrant. Donc oui, j'ai vu un petit peu des courses, allez, le rendez-vous est pris, je vous invite. Le rendez-vous est pris, attention. Vous aurez un dimanche un peu tranquille. Méfiez-vous de Patrick Mallet, mais il va vous emmener à la course. Entre les matchs de poule et autres, on vous invitera une fois un dimanche.
avec plaisir. Mais on ne courra pas par contre. Patrick, qui sont les invités de Noir et Blanc tout Donc à l'heure? Loïc Cozol et Bastien Four, le premier et le Bah second oui, du normal. Trophée Torrent Midi Libre La Provence. Et puis la Manade des Baumelles, le bio d'or en titre qui avait été élu la semaine d'avant et qui a confirmé quand même son titre parce qu'il a fait une belle finale ce jour-là. Mais par chance, il n'y a pas eu que lui cet après-midi puisqu'il y a eu aussi, on le disait, cérémonie. 20h45 bien sûr, Noir et Blanc. Et puis l'intégrale derrière, c'est la finale. Dans la foulée, la finale, 3 caméras, il y a eu du boulot pour Romain Antoine. Énorme. On félicite et on remercie d'ailleurs, c'est la fin de la saison, tous nos amis caméramans, partenaires de TV Sud pour suivre les courses tout au long de la saison. 20h45 Noir et Blanc, 21h45 à peu près pour l'intégrale, la finale. Vous savez qu'ici, la foire avant, ça s'appelait la foire de la vigne et du vin. Et oui, et oui. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'il y a Jean Kahn qui est ici. C'est pour ça que Jean Kahn se régale. Et c'est pour ça qu'on peut déguster des vins de la région. Alors, ça fait partie des questions des débats. Il n'y en a pas forcément beaucoup de stands pour déguster des vins de la région, pour en acheter. En tout cas, si vous traînez sur le stand de certaines collectivités, comme celle de Sud de France, celui de Sud de France ou celui du département de l'Hérault, eh bien, vous pouvez profiter de certaines dégustations. C'était par exemple ce matin, vers midi, stand du Conseil général, juste devant celui de Midi Libre. On voit là le président André Vézinet. Et on va écouter Henri Cabanel, c'est le conseiller général, vice-président en charge justement de la politique vitivinicole du département. On l'écoute. Il est tout à fait logique que le département s'occupe de la filière viticole, puisque la filière viticole, c'est une économie importante au niveau du département, puisqu'elle représente 56% de la filière économique, 338 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il est inconcevable que le département ne s'occupe pas de la filière viticole, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, parce que le président Vézinet a toujours eu cette volonté à travers donc l'économie, mais aussi tout ce que ça représente comme paysage et en parallèle aussi avec une autre économie forte sur le département de l'Hérault, c'est-à-dire le tourisme. Voilà, vous êtes visiteur de la Foire Expo. N'hésitez pas à vous rendre sur les stands des collectivités, peut-être à l'occasion quelques dégustations. Dégustations interdites bien sûr pour Nicolas Karabatic. Il ne prend que de l'eau, n'est-ce pas? Non, pas après les matchs, pas forcément. Ah, Une petite bière, pourquoi pas. Une bière après les matchs, c'est bon pour les On sait vivre oui, quand même sûr, dans le handball. Les troisièmes mi-temps, on en parle beaucoup dans le rugby, mais je vous promets, dans le handball, c'est pas mal aussi. Regardez, il adore la troisième mi-temps, c'est Jean Kahn. Moi, je remercie mes invités. Merci Frédéric Pral. Merci beaucoup Nicolas Karabatic. Merci. Et puis Patrick, tu peux rester là, on regarde Jean Kahn, nous. Je sais pas ce qu'il fait là. Il est allé au bonsaï. Ah, ça va le calmer un peu. Jean Kahn. Non, je ne me suis pas planté. Le bonsaï, c'est vraiment une histoire, c'est un art japonais maintenant, mais c'est né en Chine, hein, c'est ça, Émilie? En Chine, exactement. C'est né en Chine, c'est arrivé au Japon, et comme tout ce que font les Japonais, ils le font à la perfection, et du coup, ils l'ont élevé au rang d'art. Alors, l'art du bonsaï, c'est quoi, s'il fallait le résumer? Alors, l'art du bonsaï, c'est le fait de faire pousser des arbres en miniature. Donc toute espèce peut pousser en tant que bonsaï. Après, toute espèce. Toute espèce. Ah ouais. On peut tout faire pousser en bonsaï. Un baobab en bonsaï. Un baobab, un cerisier, un figuier, un olivier qui se travaille très bien. Mais là, il y a donc tout un savoir-faire. Alors c'est quoi? Exactement. Déjà le départ. Choisir la plante qui va être plus ou moins facile. Ensuite, c'est un travail de patience. Mais après, si vous commencez à vous impliquer dans votre bonsaï, si vous l'entretenez bien, vous avez un bonsaï à vie. Alors l'art, c'est quoi l'art? C'est justement cet entretien, ce travail. Après l'entretien, c'est pas très compliqué. Les gens se font toute une montagne du bonsaï, alors que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une autre plante verte. Alors par exemple, là? Alors par exemple, pour l'entretien, on garde toujours la motte humide. Ah, la motte humide. Ah oui, ça je vous l'ai dit. Hein. La motte toujours humide. Et la taille, pas trop souvent, une fois par an. Ah, on taille une fois par an, c'est tout. La motte humide et on taille une fois par an. Et donc là, on a quoi? Quelques exemples? Alors là, on a un orme de Chine. Un orme. On a bel orme. ficus. Ouais. On a du podocarpus. Le plus beau spécimen du stand, c'est quand même notre orme de 65 ans. Un orme de 65 ans. Voilà. Et un bonsaï peut aller jusqu'à quel âge? Jusqu'à plus de 2 siècles. Non. Oui. Émilie, elle n'a pas 2 siècles, mais merci pour ce beau cours de bonsaï. Merci à vous. Patrick, vous avez noté la motte humide et une bonne taille. On atteint 65 ans avec vigueur.
Voilà, c'est ça. Jacques Cadre Merci. a dû être touché par ces mots. Merci beaucoup Patrick, merci à vous tous d'avoir suivi ces aléas de la Feria. Merci à notre partenaire Midi Libre, nous sommes sur le stand de Midi Libre. Merci à Jean-Paul Scarpita qui sera là demain sur le plateau avec Julien Lamoussière. Et puis il y aura également plein d'autres invités bien sûr. Vous retrouvez les aléas de la Feria sur tvsud.fr et sur l'application iPhone. La météo, le JT, on me dit un truc dans l'oreille ? De la foire, ben oui, les aléas de la foire, du direct, tout ça, c'est pareil. Voilà, c'est sur TV Sud, la météo, le JT à suivre. À bientôt. La région Languedoc-Roussillon vous a présenté les aléas du direct.